Je suis désigné pour faire la touche du match Lyon-Marseille, dernier match de la saison à Gerland. J'étais très fier. J'avais jamais arbitré en première division. C'était super match, une ambiance, on a le repas d'après-match. Je suis rentré chez moi vers 5 ou 6 heures du matin. Le dimanche, j'étais demandé par la Ligue de Franche-Comté qui fêtait son 50e anniversaire et qui m'a dit: Michel, tu viendras l'arbitrer. Et j'ai dit non, parce que je suis à Lyon la veille et je serai trop fatigué pour refaire une finale le lendemain. À 7 heures du matin, le téléphone sonne et on me dit: Robert Wurtz est malade, il ne peut pas diriger le match Paris Saint-Germain-Angers. Mais là, je dis: mais c'est une blague. J'étais hier à Lyon, je n'ai pas le titre. Je n'ai jamais arbitré de première division. Et on me demande le lendemain d'être présent. Il n'y a pas de TGV, il fallait 5 heures pour y aller. Pour confirmer, ils m'ont envoyé un télégramme parce que j'ai cru à une blague. Et j'oublierai jamais le délégué parisien du match à Lyon dit: je vais aller voir Robert Wurtz, lui dire bonjour le lendemain, qui était à Paris. Et quand il arrive, il m'a quitté dans la nuit, il me retrouve dans le vestiaire pour arbitrer le match. C'est pas un bon roman, ça? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes. Avant que Pierluigi Collina ne devienne l'icône de l'arbitrage mondial, la France avait déjà sa première superstar du sifflet. Seul arbitre français à avoir dirigé une finale de l'Euro, 5 finales de Coupe de France, une finale de Coupe d'Europe des clubs champions, de l'UEFA, des demi-finales de Coupe du Monde, notre légende, malgré ou grâce à un parcours atypique, était connue pour son approche du jeu basée sur le dialogue et la psychologie, le distinguant des arbitres traditionnels de l'époque et contribuant ainsi à sa popularité auprès des joueurs, des entraîneurs et du public. Sa silhouette familière et son expertise reconnue dans l'espace médiatique le hissèrent au rang de figure rassurante et fédératrice au sein du football français. Enseignant, professeur de comptabilité, chevalier de la Légion d'honneur, classé 2 fois meilleur arbitre du monde, c'est notre tout premier homme en noir invité sur le podcast. Notre légende aujourd'hui qui contribue lui aussi à l'omniprésence des Michel dans les légendes du football, C'est bien entendu Michel Vautreau. Michel, nous sommes ravis de t'accueillir dans le podcast des légendes, un podcast qui n'avait jamais accueilli auparavant un arbitre. Et donc, tu es à jamais le premier de cette longue série que nous voulons dédier aux arbitres. Et c'est un réel plaisir d'avoir le meilleur arbitre français avec nous aujourd'hui. Bon, je voudrais déjà faire un petit rectificatif. Le meilleur arbitre n'existe pas. Il n'a jamais existé et je crois qu'il n'existera jamais. J'ai toujours dit que le meilleur arbitre était à inventer parce que on dit qu'il n'y a que Dieu qui ne fait pas des erreurs. Par contre, je crois que de temps en temps, il en commet. Michel, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé, entre guillemets, dans l'arbitrage ? Alors moi, c'est un roman. Et je dois dire au crépuscule de ma vie que je me demande si c'est quand même bien moi qui ai réalisé toute cette carrière. Je me demande parfois si c'est pas un frère jumeau. Parce que quand j'étais jeune, j'étais timide. Tous ceux qui m'ont connu ont été surpris de me retrouver à un certain niveau de l'arbitrage de club professionnel. Ensuite, je n'ai jamais joué au football, mais ce qui s'appelle jamais touché un ballon. Les mauvaises langues diront que ça se voyait quand j'arbitrais. Ensuite, j'ai été privé de scolarité pendant 2 années. J'ai manqué 2 années d'école primaire par la faute de la maladie, en restant 6 mois, et puis 8 mois l'année suivante dans un lit. La maladie, c'était tu avais quoi exactement ? Alors j'ai souffert d'un souffle et d'un rhumatisme au cœur, ce qui peut paraître anecdotique maintenant parce que on soigne ça, je crois, assez bien. Mais à l'époque, il fallait prendre beaucoup de médicaments toutes les 3 heures, même la nuit on me réveillait, ce qui a entraîné, si je me trompe pas, une agrunalocytose, je crois que c'est le bon mot. Je n'avais plus de globules blancs. Je tombais dans les pommes, etc. Tu peux pas vraiment bouger, tu fais pas de sport, forcément une vie sociale extrêmement limitée. Est-ce que tu es passionné par le foot à ce moment-là ou que tu écoutes éventuellement la radio ou même pas ?
Non, parce que nous, il n'y avait pas les transistors. Il y avait que le vieux poste qui était sur la commode, sur le buffet de cuisine, que le grand-père mettait parce que c'était l'habitude des paysans autrefois. À quel moment le switch se fait où tu peux un petit peu sortir de ton lit, où tu peux en tout cas avoir un minimum d'activité physique qui te permet d'entrevoir la possibilité d'être dans l'arbitrage? Parce que là, tu es encore jeune, tu sors de chez toi enfin. Qu'est-ce qui te pousse à devenir arbitre? La raison est simple. Les gens ne savaient plus. On mettait mon petit lit bleu, je m'en rappelle, dans la cuisine. Les gens ne savaient plus quoi m'offrir et on m'amenait des revues de sport. Vous avez peut-être, vous, ça n'existe plus, mais peut-être entendu parler parce que vous êtes jeune. Mais il y avait Vélo Magazine, il y avait aussi les cahiers du foot et les gens m'achetaient ces documents-là. Et donc, je passais ma journée à découper des articles et je faisais moi-même mes journaux. D'ailleurs, comme je ne sais rien jeter, j'ai gardé toutes mes archives, j'ai tout, et je faisais moi-même mes journaux. J'ai par exemple le journal du Tour de France de notre envoyé spécial Michel Vautreau. Ensuite, pour le football, je découpais des articles et je faisais moi-même mon propre journal de foot, sans avoir jamais vu un match en direct ou à la télévision. Voilà, donc tu te faisais un petit peu ta propre revue de presse et l'imagination devait avoir une part incroyable. Tu connaissais des joueurs, il y avait des joueurs qui t'impressionnaient sur ce que tu pouvais lire sur eux ou même ça reste du domaine vraiment de l'abstrait total? Bien sûr. Bon, après, j'écoutais évidemment, en grandissant, j'écoutais un peu plus les émissions de radio. Le problème à l'époque, on rêvait, on idéalisait les joueurs. Maintenant, les jeunes, ils voient Mbappé, ils voient Ronaldo, et c'est leurs copains. Ils les voient en permanence à la télévision, pendant le foot ou en dehors du foot. Nous, quand on nous parlait de Copa, quand on nous parlait des résultats exceptionnels et légendaires du stade de Reims, on rêvait parce qu'on ne voyait pas les images. Donc pour nous, c'était des super-héros qu'on imaginait dans notre esprit, ce qui maintenant est gommé par cette télévision qui a envahi les foyers du matin au soir et du soir au matin. Et un jour, j'avais 14 ans, il réclamait au micro, le curé dit « on cherche des arbitres ». Et moi, je suis allé vers lui et je lui dis « Monsieur le curé, je veux bien arbitrer ». Et il m'a dit « T'es trop jeune, tu peux pas ». Et je lui dis « donnez-moi un sifflet ». Et donc, j'ai fait ces matchs de tournoi Six et j'ai même arbitré jusqu'au quart de finale. Donc, ça m'a passionné. Ça m'a pas empêché de prendre un coup de pied par un joueur qui était, j'ai découvert après, était un cousin éloigné et qui a fini arbitre d'ailleurs. Donc, je suis revenu l'année d'après sans en parler à mes parents. Il faut savoir que quand j'ai repris l'école, que je suis allé au lycée, j'étais interdit de sport. Je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Donc ça paraît aberrant que j'ai pu arbitrer à ce niveau-là sans avoir jamais joué au foot ni faire du sport. Ta première expérience d'arbitre, c'est effectivement dans ce cadre de ce tournoi un peu communal. À ce moment-là, t'imagines que ce sera une activité que tu voudras faire plus tard à partir de cette expérience ou c'était juste une seule initiative et tu n'avais aucune idée de pouvoir répéter cette activité plus tard? J'y ai jamais pensé et j'y ai jamais rêvé. Je connais peu de jeunes qui rêvent de devenir arbitre. Un peu plus maintenant parce que on en parle beaucoup plus médiatiquement, ça a été valorisé. Mais au départ, tous les jeunes rêvent pour pratiquer un sport en général ou le football en particulier. Pour revenir à la question de Guillaume, ouais, qu'est-ce qui te prend de te porter volontaire quand ils viennent chercher un arbitre? Donc, tu peux vraiment pas faire de sport. Tu es, je pense pas, extrêmement bien coordonné en ce qui concerne le sport, parce que tu n'as jamais fait de sport. Tu dois pas avoir une condition physique incroyable. Et en plus, tu es jeune auprès de gens dans un milieu peu rugueux, hein, j'imagine. Et tu te dis, tu fais quoi? Je vais quand même me porter volontaire et je vais être arbitre, sachant que tu vas en prendre plein la tronche si tu prends une décision qui va être à l'encontre de ce que les gens vont dire. Donc, qu'est-ce qui t'a pris à ce moment-là? Est-ce que c'est un coup de sang? Tu t'es dit, c'est quoi? C'est un truc que je ferai jamais? C'était réfléchi? Qu'est-ce qui te prend à ce moment-là? Je sais pas, je devais déjà être inconscient. En plus, je m'en suis jamais vanté. Après, j'en parlais pas.
J'étais là, peut-être que comme j'avais été frustré depuis ma naissance, sans pouvoir faire comme les autres, peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit, écoute, essaye de faire quelque chose qui t'est interdit. Vous savez bien que les jeunes aiment braver les interdits. Non, mais c'est incroyable parce que finalement, cet incident un peu inattendu, il a complètement changé ta vie. Là, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, tu es devant une armoire remplie de trophées. Je vois un fanion aussi derrière. Donc, c'est marrant d'en parler en voyant un peu l'étendue de tout ce que tu as pu amasser durant ta carrière. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas été volontaire à ce moment-là, tu penses que l'occasion se serait représentée? Tu penses que tu aurais rejoint les voies de l'arbitrage d'une façon différente? Non, très honnêtement, ça n'a pas joué dans le déclic. Il y a eu un autre fait. Il y avait le journal du club Allez Besançon de 16 pages qui était tenu par des bénévoles et des journalistes professionnels qui étaient rémunérés par le club. Et un jour, ces journalistes étaient indisponibles et le club des supporters était ennuyé pour faire l'article, j'oublierai jamais, c'était Bienvenue aux visiteurs et c'était le club de Roubaix-Tourcoing. Et ils ont dit, mais ton frère qui a des archives sur le foot, est-ce qu'il pourrait pas faire cet article? J'ai pris ma vieille machine à écrire Remington, tac, 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 et j'ai passé beaucoup de temps, j'ai veillé tard pour sortir ce qui a été mon premier article. Bon, j'en suis pas très fier au niveau du français. J'imagine que tu l'as gardé. Tu l'as encore. Alors, je l'ai gardé, bien sûr, ou peut-être même au niveau de l'orthographe, mais je me souviens la fierté, idiote, mais fierté quand même, quand j'ai vu mon nom imprimé sous l'article qui a été publié dans le journal du club des supporters. À ce titre, ils m'ont demandé d'intégrer le club des supporters malgré ma jeunesse. Donc j'y suis rentré à 15 ans. Et je me suis retrouvé donc au milieu des gens avec des situations élevées de Besançon que j'aurais jamais imaginé approcher une fois. Et ce qui m'a choqué, comme gamin, j'étais timide, je parlais moins que maintenant, je ne disais rien. J'arrivais avec ma mobilette toute rouillée au milieu des Mercedes et des voitures de marque et j'écoutais et je ne disais pas un mot et j'étais surpris, voire même choqué. Le gamin ne comprenait pas que ces gens adultes qui avaient des responsabilités importantes, qui étaient tout en haut de l'échelle, se comportaient le jour des matchs comme le premier supporter, avec des comportements qu'ils n'auraient jamais acceptés de la part de leurs subordonnés. Et dans les réunions, on passait son temps. Si on avait perdu, c'était par la faute des arbitres. Et quand il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était par la faute des journalistes qui ne faisaient pas d'assez bons articles. Et ça me choquait. Ça me choquait. Ce gamin, qui était déjà épris de justice, a eu le courage, disons l'inconscience, de dire, et je vois encore son visage, un brave homme, un Alsacien, avec son accent, et d'un seul coup je dis, mais l'arbitre, il a bien arbitré hier. Et Édouard, son prénom, devient tout rouge et me crie à la figure, gamin, avec son accent, t'y connais rien, tais-toi. Ça me surprend. Les Alsaciens, généralement, sont des gens très instruits et très lettrés. Donc, j'ai du mal à imaginer une scène pareille, étant strasbourgeois moi-même. Mais je te fais confiance. Il était adorable. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, mais il n'avait pas apprécié qu'un gamin puisse aller contre ce qu'il disait, et tous les grands autour de la table. Donc, j'ai été vexé et je suis parti passer mon examen d'arbitre, sans rien dire à personne, ni à ma mère, ni rien. Donc j'ai fait. Ça. En fait, ce qui a déclenché ton désir d'être arbitre, c'est un peu cette altercation avec un gros Alsacien qui t'a dit. Pourquoi gros? Pourquoi gros, Guillaume? Pourquoi gros? Disons que j'étais souvent en Alsace. Hein. C'est comme ça que un brave homme. Un brave homme, un brave Alsacien, on va dire. Alors, pardon, qui remet en cause ton jugement sur les arbitres. Et donc, sur un coup un peu de dé, tu dis, si c'est comme ça, je deviens arbitre. Non. J'ai simplement voulu prouver que je connaissais un peu les règlements. D'accord. Et c'est pour ça que je défendais les arbitres. Mais jamais j'ai imaginé du tout que j'allais devenir arbitre, puisque je savais que je n'avais pas le droit de faire de sport. En plus, j'étais pris beaucoup. Je me suis investi pour le club des supporters, où j'ai pris en charge la rédaction, la confection du magazine. J'avais le titre
très pompeux de rédacteur en chef, avec ma photo en première page d'ailleurs. Donc j'ai voulu montrer que j'étais capable de réussir des tests d'arbitre au niveau du règlement. Mais est-ce que c'était justement pour comme un pied de nez à ces dirigeants qui t'avaient un peu remis à ta place ou c'est une autre raison? C'était par défi, pour leur dire que finalement, j'avais tort. J'ai voulu prouver, c'est peut-être un ego déplacé, mais déjà à l'époque, avec mon âge, j'ai voulu prouver que je connaissais un peu les lois du jeu. Alors, je vais faire de la psychologie à deux balles, hein, si tu me le permets. Alors, deux questions. Est-ce que, premièrement, tu espérais de nouveau avoir une altercation comme ça, de nouveau, où tu pouvais confronter les notables, te disent de nouveau, ah, tu n'y connais rien là, tu leur dis, bah, pas du tout, je suis arbitre, regardez, j'ai eu mon examen. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que c'était pas aussi une sorte de revanche, justement, sur les notables? Puisque tu disais toi-même, il y avait deux professions qui s'en prenaient plein la tronche à chaque fois, sur lesquelles, vraiment, ils crachaient un petit peu. C'était les journalistes. Et donc, bon, toi, tu étais un peu journaliste de ton côté. Et c'était les arbitres. Donc, est-ce que c'était pas une façon pour toi de prendre ta revanche socialement, après toutes ces années d'isolement dans ta chambre, par le biais de l'arbitrage? Non, honnêtement, je le pense pas. Je l'ai fait plus par peut-être que j'étais vexé sur le moment, et je voulais simplement prouver que de parler des arbitres en négatif ou en positif, que je maîtrisais, à défaut de maîtriser le jeu puisque j'avais pas joué, mais je m'étais intéressé toujours au règlement. J'avais essayé de comprendre le règlement. Donc j'ai voulu prouver que je le connaissais. Donc, Monsieur David, qui est devenu mon père spirituel en arbitrage, qui était un vieux monsieur, m'a dit, eh ben, écoute, tu vas venir passer ton examen pratique. Le brave homme est venu trouver ma mère et lui dit, mais écoutez, votre fils, il est jeune, il est grand, il a tout le profil pour être arbitre. Et ma mère lui a dit, il n'a pas le droit de faire de sport. Et il a dit, qui demandé à son docteur. Donc ma mère est allée voir le docteur de Saint-Vite, notre docteur de famille, et qui n'avait jamais vu lui non plus un ballon. Et il a dit, Michel, maintenant, à 17 ans et demi, un arbitre, ça court pas, donc ça lui fera du bien au niveau des relations sociales qui vivent enfin avec des jeunes de son âge. D'accord, donc il y avait déjà enfin il y avait pas déjà, mais la réputation de l'époque, c'était qu'arbitre, c'était pas une activité vraiment physique. Non, et la preuve, il a tout de suite dit, un arbitre, ça court pas. Donc, Monsieur David a insisté, il a vu avec le club de Besançon, et on m'a fait passer mon examen en levée de rideau de Besançon-Sochaux, qui était un derby. Sochaux était en D2 à l'époque, et c'était encore une fois de plus un signe du destin. Quand j'ai donné le dernier coup de sifflet de mon match d'examen, il y avait 13 000 spectateurs. Je n'avais jamais mis les pieds de ma vie sur un grand stade et j'ai fait mon premier match d'examen et quand j'ai terminé, il y avait 13 000 spectateurs. C'était un match de quelle division? C'était quoi le niveau? C'était des cadets. On commençait sur les matchs de jeunes. C'était un match de cadets. Ils avaient organisé un match du Racing avec un autre match, si ma mémoire est bonne, du Cercle Suisse, un club local. Comment tu gères ce premier match? C'est un match de cadets qui ont peut-être un enjeu moindre, mais quand même, c'est ton tout premier match. Comment tu te prépares pour ce premier match d'arbitre? Je ne me suis pas préparé. J'ai toujours pris les choses comme elles venaient. Je ne me suis pas posé de questions. Très honnêtement, j'ai rien fait de particulier, puisque c'était la première fois que j'allais courir quand même plus vite que d'habitude. Et donc, ce premier match se passe bien. Et là, est-ce que c'est le début de la vocation ou est-ce que tu te dis, bon, ça va être un passe-temps sympathique pendant quelques temps? Non, j'y ai pris goût. C'est à partir de là où j'y ai pris goût, mais sans trop y croire. J'ai laissé faire les choses et ce brave monsieur David s'occupait de la désignation des matchs corporatifs, qui à l'époque étaient des matchs d'entreprise avec la possibilité d'avoir des joueurs en double licence, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des joueurs qui étaient dans un club civil de haut niveau. Et je dois dire que ça a été pour moi très formateur. Il m'a donné dès le début des matchs importants corpo où j'ai énormément
appris. C'était pas très facile parce qu'il y avait des anciens, des mecs qui n'avaient pas la condition physique qu'il fallait, qui laissaient traîner un peu les pattes. Ils profitaient de ma jeunesse et de mon inexpérience. Mais ça a été pour moi une fantastique école de l'arbitrage. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'arbitrage? Qu'est-ce qui t'a donné, après ce match de cadet, l'envie d'être arbitre? C'est quoi les facteurs d'intérêt que tu as vus? À moi, c'est la justice. Ça a toujours été rendre la justice. C'est quelque chose pour moi qui est capital, qui est inné. Ensuite, on a eu une éducation à la campagne avec des parents, des grands-parents qui avaient une philosophie de vie telle que nos anciens pouvaient l'avoir, où on a toujours été formaté et formé avec le respect à la fois des règles et le respect des gens. Tu fais ces premiers matchs, parallèlement, j'imagine que tu termines le lycée. Oui. L'arbitrage à l'époque, évidemment, c'est pas une profession en tant que telle. Hein. Tu peux pas être arbitrage professionnel à cette époque-là. Et donc, c'est quoi, à quoi tu te destines en parallèle de ce que tu fais au niveau de l'arbitrage et ce que tu fais en tant que journaliste? Ah, j'étais pas journaliste. Je faisais. Pardon, quand tu t'occupais du club des supporters. Oui, je faisais des articles. J'aurais aimé être journaliste, mais j'avais pas le talent ni le savoir. J'avais pas fait d'études. Donc, j'ai tout découvert. Et je l'ai souvent dit et répété que ce que j'ai pas appris dans les livres, c'est le football et l'arbitrage qui me l'ont offert. J'ai beaucoup appris au contact des gens avec des cultures différentes et que lorsque je suis devenu international, en découvrant des pays, des cultures différentes, et pour moi, j'ose même pas le dire ouvertement, je crois que j'ai même plus aimé le côté humain de la découverte des autres que le football par lui-même. Ah, c'est marrant parce que j'allais te poser la question. Tu dis que tu es épris de justice, toute ton histoire vraiment très particulière de ta maladie, de ton isolement, tout ça. Et pour le moment, j'ai pas l'impression que tu adores le foot. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est une passion le foot ou est-ce que tu aimes la justice, tu aimes l'arbitrage? Est-ce que tu aurais pu par exemple être arbitre de rugby ou arbitre de tennis? Est-ce qu'il y a vraiment un amour du foot à ce moment-là? Il y avait un amour de mon club. J'étais très attaché au club. C'était lui qui m'offrait cette nouvelle vie, qui me permettait de découvrir, puisque j'avais été choyé, protégé, qui me permettait donc de découvrir la vraie vie. En fait, je peux le dire aujourd'hui, puisqu'il y a prescription, et je crois que tu as bien senti ce qui m'animait. Avec le recul, je pense que j'ai plus aimé le côté humain, le côté découverte que le football par lui-même. Oui, parce que ce club, j'ai l'impression que c'était un peu ta deuxième famille en fait. Oui, c'était... il y avait le côté passionnel, on voulait gagner, sauf que j'étais pas chauvin. J'avais donc en moi, bah oui, le côté justice. Je ne pouvais pas demander la justice et puis être chauvin. Je hurlais pas dans le stade, je braillais pas. Et j'ai tout de suite découvert, ça a été ma première très grande déception. Je venais d'avoir mon examen et il y avait un match de Coupe Drago, la consolante de l'équipe de la Coupe de France. Et un arbitre n'est pas venu. Donc, il fallait trouver quelqu'un. Donc, le club m'a dit « Ah, ben Michel, t'es arbitre, eh ben, tu vas aller faire la touche. » J'étais un gamin dans un match professionnel. Donc, c'était pas évident. Et le hasard a voulu que je sois du côté des bancs des deux équipes. J'étais devant le banc de Besançon. J'ai été catastrophé. Ils n'ont pas arrêté de m'insulter, de m'engueuler, de dire lève ton drapeau, quand on va à l'extérieur, on se fait avoir. Et je me souviens qu'à l'époque, dans cette compétition particulière, quand il y avait égalité, ça se jugeait sur les corners. Et j'ai donné à la fin un corner pour l'autre équipe. Et ça a fait éliminer mon équipe. Je me suis fait traiter de tous les noms. Et je me vois encore. Ma grand-mère était à l'hôpital à Besançon. Je suis allé lui rendre visite après le match. J'ai pleuré pendant très longtemps au bout de son lit, tellement j'avais été déçu, outré par les comportements humains de ceux qui étaient mes amis dirigeants. Tu avais quel âge à ce moment-là? À l'époque, je devais avoir 18, 19 ans. D'accord. Alors, c'est marrant parce que pour le coup, Michel, et cette fois l'autre Michel, il a été élu pire arbitre de touche du Val d'Oise en 2001.
Parce Non, que j'exagère, mais justement, il y a eu effectivement quelques incidents. Ouais. Vas-y, Guillaume. parce que justement, il levait toujours son drapeau pour aider son équipe. Donc, c'est marrant que tu dises que toi, d'un côté, tu as eu une expérience douloureuse où tu as été très honnête en étant arbitre de touche, et celui qui t'interviewe, à savoir l'autre Michel, c'est sans doute le pire arbitre de touche qu'il y ait eu dans tout le Val d'Oise en cette période 2001, où il levait son drapeau systématiquement, peu importe si le joueur était en Je vais faute. peut-être couper la conversation, alors. Je vais peut-être plus répondre à ces questions. Mais j'en profite pour rebondir. Oui. Je voudrais dire à tous ceux qui regarderont vos podcasts que le rôle, parce qu'on disait effectivement juge de touche à l'époque du Michel 1 et du Michel 2, on Oui. disait juge de touche, maintenant ce sont des assistants. Vous savez, c'est comme le facteur qui est devenu préposé, mais il n'y a rien de changé. Il distribue toujours des lettres. C'est le rôle le plus difficile sur un terrain de football. Parce que il n'est jamais le chef. Il ne décide pas. Il indique à l'arbitre. C'est un peu le mouchard qui doit dire à l'arbitre ce qui se passe dans son dos. Deuxièmement, il a une course qu'aucun animal dans la forêt vierge ou autre n'a. Il doit courir vite en reculant parce qu'il doit voir en même temps, avec des yeux qui vont dans tous les côtés, avec départ du ballon et position des joueurs. Donc c'est un rôle très important, le plus délicat dans le football, sachant qu'en plus, ils ont les spectateurs derrière eux. Ils entendent tout. Alors que l'arbitre, au milieu, surtout dans les grands matchs, on entend un bruit qui est vague. Donc, je profite de quelques petites erreurs dans sa jeunesse comme assistant à notre Michel pour parler de ce rôle. Parce que je vais vous dire, bravo, il avait accepté d'être assistant. Exactement. Et alors, je vais même donner quelques détails à cette histoire. Guillaume, j'ai un droit de réponse. Donc, c'est un match qui se déroule un samedi après-midi. Moi, je n'étais pas censé jouer, mais le match avait lieu en face de chez moi. C'était à l'époque notre équipe étudiante. Et donc, moi, j'avais pris ma choucroute du samedi. Tout ça, c'est véridique, hein. J'avais pris une choucroute arrosée. Je me souviens, j'avais pris un peu de rosée d'ailleurs avec la choucroute. Le repas de midi, le match était à 14h. Moi, je ne pensais pas jouer. Et puis, évidemment, l'équipe qui s'appelait l'équipe As 2000 n'avait pas de joueur. Donc, on m'a dit, écoute, il faut que tu joues. Donc, j'avais même pas digéré. Je sors de mon repas. Je joue une première mi-temps, évidemment, catastrophique où, bon, il est décidé que je vais sortir à la mi-temps. Et puis, il n'y avait pas de juge de touche. On m'a dit, bah, écoute, tu vas jouer juge de touche. Sauf que je n'étais toujours pas en état de courir. Donc, moi, j'essayais de voir au départ du ballon, mais forcément, j'étais jamais sur la bonne ligne. Et donc, 2 bonnes fois, j'essayais, alors peut-être avec un biais un peu en faveur de mon équipe. Mais il faut dire aussi qu'on n'avait jamais la balle. Mon équipe n'avait jamais la balle. Donc la question ne se posait jamais est-ce qu'il y avait à avoir un hors-jeu en défaveur de mon équipe. Et effectivement, j'ai fait quelques mauvaises décisions qui ont poussé les joueurs à dire qu'ils allaient finir par me mettre le bâton là où je pense. Et bon, je ne pouvais pas trop leur en vouloir parce qu'effectivement, je n'avais pas pris de bonnes décisions. Mais c'est un petit peu ma seule expérience dans le domaine de l'arbitrage. Et donc voilà, il était bon de rétablir comme la vérité. Eh bien, personne pensait que tu allais un jour interroger un ancien arbitre Non. des professionnels. Exactement. Et c'est un peu pour ça qu'on est un peu frères de sang, toi et moi, Michel. Et donc, je suis content, Guillaume, et rappeler ce souvenir. Merci à toi, Guillaume. Non, pas de problème, je m'en souviens très très bien. Donc, on parlait de ce premier incident. Comment tu surmontes ce qui a dû être une période difficile après ce match? Parce que ça va être quand même traumatisant. Tu es à un âge encore où on se forme, où on se forge. Comment tu gères ce traumatisme de dire que je vais recommencer parce que tu sais que ça risque d'arriver de nouveau, ce genre d'altercation, ce genre de critique, etc. Alors à l'époque, il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas de district comme maintenant. Des districts et au-dessus des ligues. Et après, il y a eu donc la fédération, après le niveau européen, après international, mondial. Là, à l'époque, nous, il fallait du temps avant d'accéder au niveau supérieur. Il fallait compter une dizaine d'années. Moi, comme j'étais jeune, j'étais un petit peu la mascotte. Les anciens s'occupaient de moi. Et un jour, Monsieur David, là, mon père spirituel, me dit, Michel, on a une commission régionale à Montbéliard. Je vais proposer pour que tu sois promu d'une catégorie supérieure, malgré ton jeune âge. Et il est revenu le soir, et le bravo m'y pleurait. Il était déçu parce que ils ont dit, oui, il est bon, mais il est trop jeune. Il y avait un membre de la commission centrale des arbitres qui était devenu président entre-temps de la commission régionale, est venu et me dit, allez Michel, arrête de faire ta tête de cochon, c'est la fin de saison et on a besoin de têtes un peu nouvelles et tout.
accepte de faire, pour finir la saison, quelques matchs de division d'honneur qui sont un peu chauds. J'ai accepté. Un peu chaud en plus. C'était même pas genre où ça va être des matchs faciles, ça va être l'horreur, mais fais-le quand même, s'il te plaît. Donc j'ai accepté. Et après, le règlement disait qu'il fallait avoir fait 2 ans au plus haut niveau pour candidater pour les cuissons bleu, blanc, rouge au niveau interrégional, appelait-on à l'époque. Et il m'a dit, tu vas faire ton dossier pour passer ton examen d'arbitre interrégional. Et j'ai refusé. Encore? Ok. Bien sûr. J'ai dit, puisque vous avez dit que j'étais pas assez expérimenté, qu'est-ce que je vais aller faire au niveau supérieur? Donc j'ai refusé de déposer ma candidature. Sauf que le président de l'époque, mais de la Ligue, a fait un dossier pour moi et il a imité ma signature. Non. Mais il te l'a dit ça? Il te l'a dit ou pas du tout? Ce qui fait que théoriquement, tous les matchs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant n'ont aucune valeur. Parce que... Attention, il y a les Argentins qui vont porter une réclamation pour le match de 90. Oui, eux, ils l'auraient fait même sans ça d'ailleurs. Mais c'est sûr. Pour être très honnête, voilà un peu pourquoi je vous dis que, et c'est pas fini, que ma vie est un roman, c'est un conte de fées, et j'ai l'impression que tout était écrit sans que je demande. Est-ce que tu l'avais demandé ça, ou il te le fait sans te le dire, ça? Ce petit travail de faussaire, t'es pas au courant? Ah non. Moi, je croyais que j'allais continuer d'arbitrer en ligue régionale, comme je le faisais, donc. Et j'ai reçu un jour une convocation fédérale pour mon examen interrégional à Gueugnon contre Lyon Réserve. Vous voyez que ça m'a marqué. Que couillon j'étais, couillon je suis resté, puisque je rentrais de vacances. J'étais, bien sûr, je m'entraînais pas. Je savais pas ce que s'entraîner voulait dire. Et donc, quand j'ai vu que c'était un examen avec l'examinateur, le docteur Roger Bard, qui était membre de la Fédération internationale, ça a été une grande pointure de l'arbitrage, et c'était mon examinateur. Eh bien, je demande à monsieur David, en disant, écoutez, moi, j'ai plus fait de match depuis la fin de saison. Là, je suis parti en vacances. Donnez-moi un match corpo. Donc, le samedi, comme un idiot, j'ai arbitré en pleine chaleur un match corpo. Et le dimanche, je suis parti pour mon examen. Au bout d'un quart d'heure, je me suis étendu et j'étais avec des crampes. Et alors, que dit l'examinateur? Le docteur Bard, j'ai eu cette chance, et j'ai encore une deuxième chance avec lui plus tard, c'est que quand j'ai fait mon examen, enlevé le rideau de Besançon-Sochaux, il était l'arbitre du derby. Donc il m'a dit, écoute, si tu as un match en Alsace avec le superviseur Pierre Schwinté, s'il dit que tu ne cours pas, ta carrière est finie au niveau le plus haut. Voilà. Donc, il a fait preuve de mansuétude à mon égard, parce que je pense qu'avec un autre examinateur, j'aurais été rayé des cadres immédiatement. Mais alors, toi qui avais, on va dire, pas une condition, disons que la condition physique, ça n'a jamais été ton point fort, hein. Tu n'es pas connu comme étant l'arbitre le plus fit. Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu t'entraînes, et est-ce que tu as un petit peu peur par rapport à ce que ta condition que tu avais eu dans ton enfance, ou est-ce que là, à ce moment-là, tu sais que c'est bon, tu as dépassé tout ça et que tu peux t'entraîner de façon normale? Non, je ne m'entraînais pas. Je ne m'entraînais pas. Alors, je suis allé pour mon deuxième examen à Moutzik contre Sedan, et là, j'ai jamais pu voir mon examinateur, parce qu'il n'a pas pu rentrer dans mon vestiaire. Il devait y avoir 500 spectateurs, ils m'attendaient tous pour me casser la figure. Donc, il y a une personne du club qui m'a dit, Monsieur Schwinté ne peut pas rentrer dans votre vestiaire, il vous appellera chez vous. Donc ça, je me dis vraiment, c'est mal parti pour mes examens. Et le troisième était à Malakoff. Alors la catastrophe, le match est terminé par 9-0 ou 9-1. Donc j'ai dit, le contrôleur va dire, t'as eu aucun mérite, c'était facile. J'aurais aimé refuser plein de buts, puis je pouvais pas. Donc je me suis dit, ta carrière n'ira pas bien loin. Du coup, comment c'est possible avec tous ces, on va dire, ces contre-performances? Comment tu as réussi à passer cet examen et à passer au niveau supérieur au final? C'était parce que tu étais parmi les plus jeunes, ou parce qu'ils ont vu des qualités en toi que d'autres arbitres n'avaient pas à l'époque? C'est à eux qu'il faut leur demander. Moi, je suis mal placé pour répondre. J'avais ce côté qui m'a servi, parce que beaucoup de collègues que j'ai vus encore après, même quand j'étais président des arbitres, avaient toujours peur. Parce que c'est des examens, ils jouent leur carrière. Alors que moi, c'était du bonus. J'attendais rien. Donc, j'étais beaucoup plus décontracté.
Par exemple, à l'époque, c'était à l'oral, j'avais le président de Vautour et il me dit, cher ami, vous êtes désigné pour arbitrer un match de 8e de finale de coupe corporative, il y a match nul, que faites-vous? Je ne me suis pas dégonflé, je lui dis, écoutez, quand je suis désigné, avant de partir, je lirai le règlement de la Coupe nationale corporative pour savoir. Il était, jamais un candidat avait osé lui répondre ça. D'accord. Et en parallèle, donc tu fais des études, tu travailles dans un domaine particulier? Quel est ton... Là, ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que on aura des mots à me croire. Ce que j'ai vécu pour l'arbitrage, je l'ai vécu aussi dans le cadre de mes études. Mais ma vraie passion, c'était d'aller à l'imprimerie quand ils faisaient le journal, sentir l'odeur de l'encre. Puis à l'époque, c'était pas les ordinateurs. Et j'étais là, je passais mon temps en disant n'enlevez pas ça, mais tu fais trop long. Et puis c'était ma passion. Je passais mon temps là plutôt qu'au bahut. Et tu l'as quand même eu au final, ton année, rassure-nous. Alors, j'en suis pas très très fier. Là encore, le roman continue. Donc j'ai redoublé. Encore? Et à votre avis, c'était en 1968. Ah bah oui, ok. mai 68, tout le monde l'a eu, tout le monde a eu le diplôme, d'accord. Et là, à la fin de l'année, on dit tout le monde a le diplôme. Donc je me suis retrouvé sans rien faire de particulier avec mon BTS. Mais quoi faire? Qu'est-ce que j'allais faire dans la vie? Donc j'ai appris qu'il y avait un concours pour être professeur, enseignant, mais c'était très difficile. Et après, il fallait passer l'oral à Paris. Et puis j'ai révisé je sais plus quoi. Monsieur tirait au sort une question, c'était pile ce que j'avais révisé. Donc je me suis trouvé à faire l'école nationale d'apprentissage. D'accord, donc alors c'est bon, maintenant on peut dire que ta carrière professionnelle non arbitrale est assurée. Non, parce qu'il faut faire une année d'école normale à Lyon, Villeurbanne. Et je me suis retrouvé prof nommé à Lons-le-Saunier. C'est une belle. J'ai fait 10 années sur Lons-le-Saunier, qui est une belle petite ville. Et puis j'étais un peu pour eux quelqu'un d'irréel. On voyageait pas en avion comme maintenant, et ils avaient des mots de croire qu'ils me voyaient à Stade 2 le soir, le dimanche soir, et le lundi, ils me voyaient en cours avec eux. Ça paraissait tout à fait impossible. Ils pensaient que je venais là comme avec une fusée. Ça les marquait. Donc la difficulté était que quand j'avais des matchs en semaine, comment je faisais? Donc là encore, j'ai eu des patrons extraordinaires et j'ai fait des choses qui étaient hors règlement. Je payais, je mettais, ils n'aimaient pas trop quand j'arbitrais parce que je bloquais toutes les interrogations écrites quand je partais arbitrer. Et je glissais de la pièce, ce qui n'est pas normal, c'est pas prévu. Je donnais de l'argent aux pions en disant si tu veux te faire un peu d'argent, tu viens surveiller. Par contre, je dois vous dire que j'ai beaucoup souffert. J'ai eu très peur quand je rentrais. J'avais peur qu'un jour, quand ils n'étaient pas en cours, qu'il y en ait un qui a un grave accident et que la famille dise c'est la faute, il n'était pas allé arbitrer, il n'aurait pas eu l'accident. Quand je rentrais, j'avais beaucoup de crainte. Mais je ne pourrais plus faire ce que j'ai fait à l'époque, puisqu'on avait un métier pour gagner sa vie et l'arbitrage pour la découvrir. On gagnait rien, pratiquement rien. Alors quand tu dis pratiquement rien, alors bon évidemment là on va zapper un peu quelques années en avant, mais quand tu commences à arbitrer en ce qu'ils appelaient en division 1 à l'époque, vous avez un peu des jetons de présence pour chaque match, c'est ça, vous n'avez pas de salaire, c'est que vous êtes payé au match, j'imagine, et peut-être des frais de remboursement de frais de voyage, etc. Combien est-ce que tu gagnes à tes débuts? J'ai souvent répondu à cette question que je gagnais à être connu, parce que D'accord. C'était ridicule. Ridicule. D'ailleurs, vous êtes jeunes, les deux collègues là, mais autrefois, bien avant moi, il y avait beaucoup d'arbitres qui étaient des militaires, des gens de la SNCF, et gendarmes, c'est militaire, parce que ça leur permettait de voyager gratuitement et de gratter quelques francs. Donc, beaucoup de gens s'interrogeaient et disaient, mais pourquoi ils viennent? Mais avec quelqu'un dans une profession normale ne pouvait pas être arbitre. Ouais, c'est impossible de gérer les deux. Okay. Bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'argent en parallèle. Donc, ça a été la première division, je ne sais pas comment, il me semble, mais je ne me rappelle plus, je crois que mes premiers
ma première indemnité, c'était 400 francs pour un match. Enfin, 400 francs de l'époque. Ça représentait rien. Pour les jeunes, c'est 60 euros. Hein. Et plus le remboursement, bien sûr, des frais. Et donc, là encore, si vous le permettez, on va refaire un chapitre du roman qui paraît, là encore, impensable. Je suis désigné pour faire la touche du match Lyon-Marseille, dernier match de la saison à Gerland. J'étais très fier. C'était un grand match. C'était un jeune arbitre fédéral. Et à l'époque, on faisait le centre ou la touche. Donc là, j'avais jamais arbitré en première division. Et le match était super match, une ambiance. On a le repas d'après-match. Je rentre tranquillement dans la nuit. Et en arrivant à Arbois dans le Jura, il y a un jeune militaire qui a eu un accident et qui est mort. Donc je suis resté sur place en attendant les secours. Et je suis rentré chez moi vers 5 ou 6 heures du matin. Le dimanche, j'étais demandé par la Ligue de Franche-Comté qui fêtait son 50e anniversaire, qui avait programmé la finale de Coupe de Franche-Comté et qui m'a dit « Michel, tu viendras l'arbitrer pour ce jour particulier ». Et j'ai dit non, parce que je suis à Lyon la veille et je serai trop fatigué pour refaire une finale le lendemain. À 7 heures du matin, le téléphone sonne et on me dit « Monsieur Allemand, de la Ligue professionnelle, il faut que vous preniez un train. Robert Wurtz est malade, il ne peut pas diriger le match Paris Saint-Germain-Angers. » Là, tu es obligé d'y aller. Mais là, je dis, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. J'étais hier à Lyon, je n'ai pas le titre. Je n'ai jamais arbitré de première division. Et on me demande le lendemain d'être présent, d'arriver peu de temps avant le match. Il n'y a pas de TGV. Il fallait de Besançon à Paris, il fallait 5 heures pour y aller. Ouais, minimum. Ouais. Minimum. Et on me demande... je dis, mais c'est incroyable. J'ai pas voulu, pour confirmer, ils m'ont envoyé un télégramme. Parce que j'ai cru à une blague. Et j'oublierai jamais, le délégué parisien du match à Lyon dit, je vais aller voir Robert Wurtz, lui dire bonjour le lendemain, qui était à Paris. Et quand il arrive, il m'a quitté dans la nuit, il me retrouve dans le vestiaire pour arbitrer le match. C'est pas un bon roman, ça? Ah, c'est pas mal, ouais. Est-ce qu'on n'est quand même pas sur une gestion de l'arbitrage globalement un peu amateur à cette époque? Globalement, la structure, oui. La gouvernance, ça semble quand même, d'après ce que tu dis, un peu amateur quand même. Hein. Bien sûr. Par contre, il n'y a que les agents des impôts qui nous prenaient pour professionnels. D'accord. J'ai eu beaucoup d'ennuis, de frictions. Après, on nous a fait passer pour des travailleurs indépendants. Et quand je suis allé à la Coupe du Monde en 82, il y a eu des articles sur Michel Platini disant qu'il avait, et s'il gagnait, il aurait 600 000 francs. Ce qui fait rire tout le monde aujourd'hui. Ouais, et donc, mon inspectrice des impôts m'a écrit, m'a convoqué en disant vous n'avez pas déclaré les 600 000 pour la Coupe du Monde. Et je lui dis, madame, mais je suis le seul arbitre. Et la FIFA me l'a confirmé, et l'UEFA, qui a été, même les pays de l'Est ne le faisaient pas, elle a interrogé l'UEFA et la FIFA pour demander combien on me versait pour la Coupe du Monde. J'ai été interrogé, je me souviens, je dis, mais madame, c'est de l'amateurisme, et puis on a des frais, on appelle sa famille, elle me dit, mon mari voyage, il m'appelle pas. Je dis, je le comprends. Je suis sûr que ça a dû bien passer. Ouais. Ça t'a aidé d'être un petit peu ironique avec ton inspectrice des impôts là Ah oui, moi j'ai pas eu de... Non, parce que je savais que des copains m'ont dit méfie-toi parce que ton dossier est tendu en haut de la pile. Mais je risquais rien. J'étais prof, je cachais rien, donc j'avais aucun... Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un directeur des impôts pour la Franche-Comté. Quand ça traînait, il arrêtait pas d'avoir ces problèmes, et qui aimait le foot, et puis qui a dit attendez, on va ranger tout ça, et puis voilà. Mais je cotisais comme beaucoup d'arbitres, comme travailleur indépendant. Il y a ce cliché qu'il y a beaucoup d'inspecteurs des impôts qui sont eux-mêmes arbitres. Est-ce que c'est exact ou pas du tout? Non, peut-être une époque, mais pas la mienne. Je n'ai même pas de souvenir d'un. Non, c'était plus des gens comme je l'ai dit tout à l'heure, comme des militaires. Des militaires, ouais. Il y en a ceux pour qui payaient pas de transport ou moins de transport.
Sinon, c'était une génération avant la mienne. Michel, petite question par rapport à cette époque-là. C'est vrai que donc on est sur des arbitres qui sont pas payés ou très peu payés, qu'ils soient en France ou à l'international. Est-ce que ça explique toujours cette image qu'il était plus facile de les corrompre, qu'il était facile de corrompre un arbitre à cette époque, ou ça n'a strictement rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. La corruption a toujours existé, même pour les joueurs ou des tentatives. C'est vrai aussi, je comprends, on a dit en Afrique où la pauvreté est présente et on dit que c'est plus facile. Moi, j'ai jamais trop cru parce que je pense que un type qui est corrompu peut pas faire carrière. C'est impossible, impossible. Dans la mesure où celui qui corrompt, ben, le sait. Et si vous allez l'arbitrer 15 jours ou 3 semaines, un mois après, il va dire « Ah ben, on sait comment il marche ». Cela étant, je dois dire que c'était ma position et que malheureusement, quelques cas isolés ont prouvé que ça existait. On a eu un jeune Allemand qui était prometteur, qui était, on en disait grand bien, qui s'est retrouvé pris dans un piège avec le jeu et les mecs l'ont fait chanter. C'était ça, il fallait surtout être attentif. Et nous avons eu un arbitre en France qui aurait dû être international, qui était vraiment un type bien. D'ailleurs, j'étais le seul à faire un témoignage le jour de son procès, parce qu'il s'est fait prendre pour une histoire, voilà qu'un jour il est rentré d'arbitrer, on a trouvé sa voiture brûlée. Donc c'était un avertissement, on ne le savait pas ça à l'époque. Puis un jour, il s'est fait arrêter pour un trafic de fausses monnaies. Ah bon, rien à voir, un truc qui n'avait rien à voir, ok. Oui, mais il a été pris peut-être dans des histoires de femmes, et après on l'a fait chanter. Donc on l'a obligé. C'était un type très bien, honnêtement, puisque je me suis permis j'ai dit, je lui fais une attestation à son procès parce que c'est vraiment un type qui il a été faible, mais ça dure pas. D'ailleurs, je me souviens que Michel Platini, quand on faisait le TOS, le match d'après, parce que il y a eu beaucoup d'articles médiatiques, et quand on faisait le TOS, il disait c'est de la vraie ou de la fausse monnaie. Donc c'est vrai que pour l'image de l'arbitrage, c'était désagréable, mais ça peut pas durer. On se fait prendre un jour ou l'autre. Alors, puisqu'on parle de la corruption, c'est un sujet qui nous fascine beaucoup, Guillaume et moi, parce qu'on a eu pas mal de joueurs qui ont eu leur apogée dans les années 90. Les années 90, évidemment, c'est l'affaire OM Valenciennes, c'est les rumeurs de Claude Bèze qui offrait des prostituées aux arbitres, etc. Je crois que tu es déjà aux instances, évidemment, de l'arbitrage à cette époque-là. Tu es l'arbitre star. Je crois que quand tu gagnes ton double meilleur arbitre du monde, c'est 88-89. Donc, c'est vraiment en plein milieu de cette période-là. Est-ce que tu as des échos de tout ça? Alors, juste pour nos auditeurs, toutes les rumeurs d'arbitre, enfin, à part les histoires de Claude Bèze, en tout cas, tout ce qui est la corruption de tapis, etc., c'est vraiment vis-à-vis des joueurs qui balançaient les matchs. Il n'y a pas, à ma connaissance, des histoires avec les arbitres. Il y a des histoires avec Claude Bèze qui, donc, comme je disais, offrait des cadeaux, en tout cas aux arbitres de l'Est, etc. Toi, est-ce que tu es au courant des pratiques qui existent à cette époque-là? Peut-être pas de manière directe, mais des rumeurs, puisque quand l'affaire éclate... D'accord. Bien sûr, mais il fallait être aussi très prudent. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui arrivent des pays de l'Est, qui n'ont rien chez eux, qui n'ont rien. Et je me souviens, ce grand arbitre, ancien capitaine de son équipe nationale, qui est devenu arbitre top niveau mondial, Karol Palotai, le Hongrois, un jour il vient arbitrer à Saint-Étienne. Il se promène le matin, vous vous promenez dans la rue, il mariait sa fille. Et il voit des belles robes de mariée et tout qu'il n'avait pas chez lui. Donc tout de suite, on va dire, ah ben tiens, si vous voulez en acheter une, mais on va trouver un prix. Il y avait toujours là, ces gens-là, il fallait qu'ils soient prudents parce qu'il y a une tentation. Et nous, quand on allait dans les pays de l'Est, bien sûr que quand on arrivait, c'était jamais un hasard. Quand on était au restaurant, comme par hasard, il y avait 3 belles femmes qui étaient à la table d'à côté. Et comme on est en sortie, on plaisante, on dit « Ah, ben vous voulez qu'on les invite à table ?» Donc tout ça, il fallait pas être dupe. Il y avait des tentations quand même, il y avait des tentations. Bien sûr, mais si vous rentrez dans le jeu-là, comme je vous l'ai dit, moi je vois par exemple, j'ai aucun mérite, j'ai jamais bu une goutte d'alcool par la faute de la maladie, ni de café. On m'a interdit et j'ai continué. Et j'ai bien fait. Dans les pays de l'Est, c'était, quand vous ne buviez pas, c'était une impolitesse. Et au début, j'ai été mal considéré parce que je refusais de boire. Et après, ils le savaient. Mais ça t'empêche de tomber dans des excès.
Oui, mais l'être humain vous le savez, l'être humain est faible et puis tout le monde essaye de profiter. Alors je dis pas qu'il y a... Le problème, il est là parce que quand on vous donne, par exemple, un cadeau, on avait le droit d'avoir un cadeau à la fin du match, normalement. Mais des fois, c'était avant. Mais c'est à la fin du match. Et puis l'UEFA Alors, avait dit... le cadeau, qui c'est qui vous le donne? C'est Le club l'UEFA, qui c'est le club organise. qui vous reçoit, d'accord. Ah oui, c'est jamais l'UEFA. L'UEFA nous donne que pour les finales UEFA, pour marquer le souvenir. Mais les clubs, vous avez parlé des coupes qui sont derrière moi. Moi, j'ai deux. C'est ce que les gens appellent mon musée. J'ai tout gardé. Des souvenirs de tous mes matchs. Même des souvenirs qui, à l'époque, valaient 50 centimes. Ils ont autant de valeur affective pour moi. D'ailleurs, je suis très inquiet parce que j'arrive au bout de ma vie. Et si demain... Alors, Michel, tu dis beaucoup ça, hein, mais je trouve que tu as l'air très jeune, hein, donc Oui, ce c'est ça. soir Oui. le plus tard possible. Oui, d'accord, mais je vois bien ce que je suis devenu, et donc si demain je casse ma pipe, tout ce que j'ai part dans une benne. Et je me dis, c'est pas possible, j'ai gardé des pièces, j'ai un règlement qui date de 1945, j'ai plein de pièces de collection qui demain partiront à la benne. Parce Mais il n'y a que pas j'ai un musée de d'enfants. l'arbitrage, il n'y a pas un musée de J'en ai l'arbitrage qui serait parlé intéressé par tout ça? J'en ai parlé à la ville, j'aurais aimé, pas qu'on fasse un musée Vautreau, mais un musée de l'arbitrage. Mon Ouais. rêve était de pouvoir faire, mais j'ai pas les moyens, de Loulou Nicolin, qui a fait un superbe musée et avec la place. Moi, mes maillots peuvent pas être mis en valeur, et puis j'ai pas la place nécessaire. Donc, j'aurais aimé refaire, par exemple, retrouver des maillots d'arbitre depuis il y a 50, 60 ans. Voilà. Donc, les cadeaux, et je vais plus loin. On vous dit, tiens, voilà un beau cadeau. On vous donne n'importe quoi. Une montre Rolex, par exemple. Bon, vous dites, j'en veux pas. Non, c'est parce que l'UEFA disait qu'on pouvait accepter jusqu'à telle valeur, je ne me rappelle plus, 100 francs suisses ou je sais plus quoi. Donc vous dites, j'en veux pas. Le type, il la met dans sa poche. Il va voir son président, il la garde pour lui. Et il dit, ça y est, j'ai fait, je l'ai donné à l'arbitre. Et vous prouvez quoi? Qu'est-ce que vous prouvez? Rien. Et vous parlez de Bordeaux. Je connais parce que j'ai été directement impliqué. Et notre ami, moi, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, j'aimais bien Claude Bèze, avec ses excès. Tout le monde avait l'air de bien l'aimer, ouais. Oui, c'était un type avec ses excès, mais qui était un type à l'ancienne. Quand il vous donnait une poignée de main, ça suffisait. Il n'y a pas besoin d'un écrit. Et il était très dur avec ses joueurs. Il venait vers moi, il me disait en bégayant, mais pourquoi vous ne l'avez pas mis dehors, son joueur? Parce que c'était la discipline. Lui, c'était l'extrême extrême. Donc, Claude Bèze, il y a le trou dans la comptabilité. Il faut bien qu'il rende des comptes. Donc, il dit, bah oui, je les ai donnés aux arbitres pour payer des prostituées. Parce elles ne font pas de facture. Donc voilà que Kouékou trouve bon de dire, il nous met avec Joël Quignou et moi comme témoins dans le procès médiatique. Et pourquoi témoin? Ben parce qu'on était des arbitres internationaux pour dire que ça se faisait pas, etc. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc on se retrouve convoqués. Je vois avec Joël et Joël dit, lui, il reprenait au ministère de l'Intérieur et moi, c'était la reprise de l'année scolaire. Donc, je fais une belle lettre au président en disant excusez-moi, mais puis en plus, j'ai rien à vous dire. Nous, on n'avait pas le droit d'arbitrer Bordeaux au niveau international. Donc, mais voilà que le président l'a mal pris et ça passe sur France Info, tout le monde. Il fait un ordre de réquisition pour que Vautreau et Quignou soient présentés devant le tribunal avec la force publique s'il le faut. Donc tout le monde, quand j'ai pris le train à Besançon, tous mes amis cheminots étaient derrière, sur le quai, faisaient des signes en disant « tu vas être menotté ». Donc c'est très dur à supporter. Donc on attendait, on est angoissé d'être dans un tribunal comme ça. Après, on appelle votre nom. Et puis tous les médias étaient présents. Le président me dit, bon, etc., votre nom. Monsieur le Président, je peux rien vous dire, puisque en tant que Français, j'ai jamais pu arbitrer Bordeaux. Et donc, au niveau international, on ne sait pas comment ça se passe. Bon, ben, allez-vous-en. Ah oui, d'accord, c'était rapide. Voilà. Ça allait bien tout le coup, cinéma pour rien. Mais le reste, tout ce qui était sur tapis, par exemple, les rumeurs qu'il achetait des joueurs, etc., ça, c'est des choses qui circulaient, que vous connaissiez sans avoir de preuves, ou est-ce que On n'a parfois pas il y de avait preuves.
On n'a pas de preuves parce que quand on vous dit, par exemple, moi j'ai des matchs avec mes assistants, on disait oh là là, parce que on les voyait à la fin, les yeux là, qui sortaient, qui étaient énervés, prêts à taper surtout. On disait oh là, ils sont dopés. On ne peut pas le dire. Vous vous retrouvez au tribunal directement. Donc tout ça, ça peut éclater après. Ensuite, Bernard, qui était champion pour faire, par exemple, il le disait partout qu'il a reçu ce qui est vrai, hein, il les recevait sur le yacht, il leur remettait quand il était avec Itachi, je crois, il leur remettait beaucoup d'appareils, tout le truc, je crois que tout le monde le savait. Et il dit, ils m'ont entubé, j'ai dit, attendez, je vous ramène à l'hôtel, et puis je les ai emmenés à Martigues, et je leur ai dit, vous descendez, vous vous débrouillez pour rentrer. Puis Bernard, t'as pas le droit de dire ça. C'est faux. C'est faux tout simplement. Parce qu'en UEFA, vous avez toujours un délégué et souvent un observateur d'arbitre. Et qui n'ont pas le droit de vous abandonner. Ils rentrent au même hôtel que vous. Il y a la voiture qui est chargée de véhiculer les officiels. Et obligatoirement, le délégué est avec eux. Donc ça fait partie, tout le monde le répétait, me le disait, puis c'était une légende qu'il avait voulu pour se donner un peu en disant, vous voyez, je fais ce que je veux avec les arbitres. Alors, dernière question pour clore ce chapitre qui, donc, comme je disais, qui nous passionne beaucoup. Il y a cette histoire un peu incroyable donc là, on va arriver à 84, tu arbitres la demi-finale Rome contre Dundee United. Allez en parler parce que ça prouve, c'est dans la suite de ce qu'on a discuté avant. Il y a un match de demi-finale, donc c'est très important. Des personnes n'imaginent, avec les capitaux en jeu, donc pour un arbitre, c'est énorme, une pression énorme. Donc le match aller a donné lieu à une surprise avec 2-0 pour Dundee United et pratiquement qualifié pour la finale. Donc Rome, le match devenait capital et c'est le fils du président Viola, qui était sénateur, président de l'AS Roma, qui s'occupait de nous. Et on a eu droit à tout le temps. Si c'est important, on joue beaucoup, bien sûr, c'est comme si on ne le savait pas. Mais d'accord, donc une pression un peu psychologique, quoi. Voilà, donc comme si, malheureusement, quand on est déjà de la bouteille, on n'est plus impressionné. Si, vous savez, si on va en finale, vous serez invité pour la finale. Comme si les arbitres de la demi-finale allaient arriver avec un club, et puis les gens de tout le monde nous voient avec eux. Comment vous pouvez en arriver là? Mais ils le croyaient, eux. Et puis, 3-0. Surprise, Rome gagne. Et sur un pénalty, le troisième but, qui donne la qualification. Et tu refuses 2 buts aux Romains, quand même. Oui. Mais là, il marque sur pénalty. Pour être très honnête, aujourd'hui, je remercie encore le bon Dieu des arbitres, parce que c'était une faute que même un aveugle aurait pu voir. Il s'est fait ceinturer, il n'y avait aucune discussion. Et donc, ça se termine, tout le monde content, tout se passe bien. Il se trouve que le soir du match au repas, il n'y avait pas les portables comme maintenant, enfin je m'en fiche puisque j'en ai toujours pas. Donc, on me dit, le serveur vient en disant, Monsieur Vautreau, demandez au téléphone à la cabine. Ah bon? Personne ne sait où nous allons, puisqu'on est pris en charge par le club, personne ne sait dans quel restaurant il nous emmène pour le déjeuner et le dîner. Et j'entends « Allô, Michele, c'est ton ami Paolo ». Alors Paolo, combien j'ai de copains Paolo en Italie? J'avais un gros copain que j'ai toujours, Paolo Casarin, très bon arbitre de ma génération. Et je crois que c'est lui, mais je ne reconnais pas sa voix. Je dis « Ah, c'est toi Paolo ?» Et il me dit « Ça va Michel ?» Je lui dis « Ça va. Si ça va pas, tu viens pas arbitrer en demi-finale de Coupe des Champions, comme elle s'appelait à l'époque. Bon, je te souhaite un bon match. » J'ai rien compris. Je suis rentré vers mes collègues, je dis, il y a un Paolo qui m'a appelé, j'ai cru que c'était Casarin, je sais pas ce qu'il voulait. Bon, j'ai pu penser, on n'en a plus parlé. Donc ça, c'est avant le match ou après le match? Avant, la veille. Ça, c'est la veille du match, d'accord. Un journaliste italien m'appelle, il me dit « Michel, t'es au courant, ton match? Il y a un juge qui s'en occupe, qui va faire une conférence de presse cet après-midi. » Connaissant les médias italiens, oh là là, j'ai dit « Qu'est-ce qu'on va inventer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore être mis en pâture là-dedans. » Et il m'appelle pas. Et là, à l'époque, j'allais m'entraîner. Donc je vais m'entraîner, il m'a pas appelé, j'ai dit « C'est encore des trucs alors. »
Donc, tu t'entraînais quand même de temps en temps, juste pour Après, rectifier j'étais obligé de m'entraîner. Après, j'étais D'accord. devenu quelqu'un de normal. Donc, je vais à l'entraînement. Au retour, mon téléphone était tout rouge. Ça appelait de partout. Ça appelait de toutes les radios, les télés, ça appelait partout. On disait que l'arbitre avait été acheté pour le match et on donnait les sommes. Il a touché 100 millions de lire et il y a eu, pour ceux qui ont fait intermédiaire, 10%, je ne sais plus combien. Vous vous rendez compte quand vous prenez ça dans la figure médiatiquement? Ouais, bien sûr. Vous imaginez, les gens, il n'y a jamais de fumée sans feu, ça ne nous étonne pas, c'est dramatique. On n'ose pas regarder les gens en face. Même ceux qui ne savent pas dans la rue, on croit qu'ils sont en train de parler dans notre dos. Donc, ça a été terrible. Et quand les journalistes m'ont interrogé, je leur ai parlé du coup de fil. Et puis là, Jacques Georges était président de l'UEFA, qui était quelqu'un de très bien, que j'aimais bien, me dit « Pourquoi t'en as parlé? Qu'est-ce que t'as été parler de ça aux journalistes ?» T'avais pas besoin de le dire. Mais heureusement que je l'ai dit, parce que ça prouvait ma bonne volonté. Parce que ce qu'on a découvert après, c'est que je l'ai su par le juge. Le juge savait que c'était 3 anciens joueurs de Rome qui sont allés trouver le président Viola, qui lui ont dit « On peut arranger le match avec l'arbitre comme c'est important ». Il a dit, le français, la Vautreau, je le connais, il fait des erreurs, mais il ne me semblait pas avoir le profil. Eh bien, ils ont dit, on va vous prouver qu'il est d'accord. Et lui ont fait entendre le coup de fil quand on me dit, Michel, ça va? Et moi, je réponds, ça va, bien sûr. Ah. Et vous voyez qu'il est d'accord. C'est un roman d'espionnage. Vous vous rendez compte? Ouais. Et j'ai bien fait d'en parler, comme ça les journalistes ont vu que je cachais rien. Et en fait, le juge a su et il a réussi à trouver la vérité. Voilà. Après, par contre, il fallait que le juge me rencontre, ce qui est très difficile au niveau international. Donc, il a demandé à la fédération si je voulais aller en Italie, où il serait venu à Besançon. Moi, j'ai dit, je vais en Italie, mais dans le plus secret. L'avion, il fallait pas en parler pour éviter tout le pataquès médiatique. Et je suis resté dans le no man's land, j'ai pas passé la frontière. Et il m'a dit, j'ai signé le truc, puis il m'a tout expliqué, ce qu'ils avaient fait, etc. Et c'était confidentiel, c'était secret, mais il a voulu que je me dise, vous n'allez pas partir sans manger. On va prendre un plat de pâtes rapidement, je fais venir. Mais du coup, l'heure de l'avion arrivait. Donc on entendait dans l'aéroport, il signore Vautreau, attenduto, tout le truc, c'était secret, et tout l'aéroport entendait mon nom, que j'étais à Milan. Excellent. Ah ouais, c'est bon. Impossible de cacher finalement la visite à Milan. Et justement, donc là, tu as réussi à, un peu par chance, un peu par connaissance, à te sortir de cette ornière. Non, pas par chance. C'est pas par chance, c'est par... par chance, parce que tu as dit... Non, mais par chance, parce que quelque part, tu as eu le réflexe de dire la vérité. Et oui, mais c'est l'instinct de dire... Ouais, c'est ça. Tu te sentais tellement innocent parce que tu l'étais que du coup, tu n'as pas eu de... Oui, alors ce que Guillaume dit de la chance, oui, c'est que tu as eu l'instinct de tout de suite parler de ce coup de fil qui a prouvé que tu n'avais rien à cacher. Ouais. Mais après, vous avez les amis, même, qui vous chambrent quand vous changez de voiture. Il te restait des lires, il te reste, vous traînez ça, mais pas au sens négatif. Ouais, mais quelle horreur. C'est la fin de ce premier volet avec la légende de l'arbitrage français Michel Vautreau. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler de la Coupe du Monde 90, de l'Euro 88. On va parler de Maradona, des souvenirs de Michel lors de ses arbitrages internationaux. Il y en a plein et il y en a de très très beaux. On va parler de Séville 82 et d'un possible complot d'arbitrage. A-t-il existé, oui ou non? Vous le saurez la semaine prochaine en écoutant le deuxième volet de cet épisode consacré à Michel Vautreau. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, voire même sur Instagram, sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com. Vous pourrez y trouver des vidéos, des clips, des articles de Johan Sonek que l'on vous conseille très très chaudement, et je vous implore aussi, s'il vous plaît, de nous mettre des appréciations positives sur les plateformes de podcasting, ça nous aide énormément. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.